Moteur! Allons-y! Moteur! Belle introduction pour le film de Mohammad Rasoulov, Les graines du figuier sauvage. Alors là, voilà un film d'une très grande qualité, comme on est déjà habitué d'ailleurs avec Rasoulov. Quand on a déjà vu un film de Rasoulov, on se précipite pour aller voir Les graines du figuier sauvage. Il a rien eu à Cannes, mais bon, ça veut rien dire. C'est pas les palmes d'or à Cannes sont pas forcément les meilleurs films de l'année. Ça, on le saurait. Donc le titre, Les graines du figuier sauvage, ça s'appuie d'ailleurs sur une référence écrite. C'est le figuier des pagodes, ce qu'on appelle. Moi, j'y connais rien, je suis pas du tout botaniste, mais le figuier des pagodes, c'était un arbre sacré et qui donnait des graines qui, je vais pas rentrer dans le détail parce que je vais me planter, mais ça, si vous voulez, ces graines se repoussaient et venaient se dresser librement et étrangler, presque entourer l'arbre hôte. Voilà, donc vous voyez, c'était un truc très intéressant. Ça veut dire que bon, il y a quand même quelque chose qui renaît d'une certaine façon et peut-être méchamment. Donc c'est ce qu'on pourrait dire. Voilà. Et évidemment, les graines du figuier seront ces jeunes filles qui se dresseront librement. Mais on va parler du film, puisque là nous sommes en Iran, vous le savez. Pourquoi on va voir un film de Rasoulov ? D'abord parce que si vous avez vu Le diable n'existait pas, ben voilà, c'est-à-dire que là c'était un film exceptionnel en 4 histoires, tournées dans la clandestinité, 4 histoires tournées ainsi parce que Rasoulov, on lui donnait pas l'autorisation de tourner un long métrage, mais en revanche on lui donnait l'autorisation de tourner un court-métrage. Et c'est pour dire quand même, faut être un peu abruti, c'est pas grave. Et donc, il fait 4 courts-métrages qu'il colle les uns aux autres, et voilà. Je pense d'ailleurs que ce film, il a pris l'habitude de filmer comme ça, et je trouve que Les graines du figuier sauvage, de mon point de vue, aurait pu être aussi tourné de cette façon-là, parce qu'en plus, c'est une bonne idée. C'est pas la première fois que on fonctionne de cette façon-là, en mettant 4 courts-métrages à la suite, les uns des autres, et qui sont pas forcément, parce que le premier peut le dernier peut répondre au premier, etc., etc. Je pense que d'autres réalisateurs ont fonctionné comme cela, notamment Paisa, Rossellini, dans le film Paisa, un film qui a été tourné en 47. C'était des moments de guerre 39-45. Vous avez aussi le Décalogue de Kieslowski. Enfin, il y a d'autres exemples, ou même Griffiths, avec Intolérance. Donc, il me semble que, cinématographiquement parlant, les graines, enfin, le film, je pense que peut-être que ça avait été séparé en 4 histoires, ça aurait peut-être eu plus de force. Moi, je l'avais ressenti, c'était un point de vue personnel, dans Le diable n'existe pas, ce film que j'avais trouvé tout à fait remarquable. Ceci étant dit, le film de Rasoulov est très intense, il est nécessaire. Il montre la société iranienne telle qu'elle est. Je trouve qu'aussi, il montre le courage des femmes telles qu'elles sont, courageuses, telles qu'elles méritent le respect, et non l'indifférence des féministes occidentales, voyez, comme nous le constatons. Ça me met toujours hors de moi, je dois le reconnaître. Donc je suis obligé de donner un petit coup de gueule, parce que ça m'énerve, ça, voyez. Qu'on ne dise pas un mot, que les féministes ne disent pas un mot sur ces femmes qui meurent pour ne plus mettre le voile en Iran, eh bien, voilà, je trouve que moi j'y pense tous les jours. Donc se libérer du carcan masculin qui commence par l'obligation du voile et qui commence, comme vous le savez, à s'imposer en France. Je trouve que ça devrait nous alerter. Et leur slogan à ces femmes iraniennes, c'est « Femmes, vie, liberté ». Et donc, c'est un slogan que Rasoulov a d'abord entendu, parce que ça aussi c'est intéressant. Ça, c'est un film, comme tous les très bons films, ça parle de cinéma. C'est-à-dire qu'il était emprisonné, parce que bon, je vous raconte pas son histoire, parce que tout le monde le sait, enfin bon, il a fait énormément de prison, et d'ailleurs à ce moment-là, il était en prison quand il y a eu ce mouvement de ces femmes, et donc il ne les a pas vues, mais il les a entendues. Et ça, je trouve que c'est très bien, parce que ça veut dire que, c'est-à-dire le son lui a donné les images. Et donc, ça veut dire que, et je crois d'ailleurs qu'il y a un slogan, pas un slogan, mais un dicton arabe qui dit « La meilleure description est celle qui fait de l'oreille
un œil. Eh bien oui, c'est ce qui lui est arrivé. Ça veut dire que tout d'un coup, il a entendu notamment toutes ces manifestations qui ont lieu, je le rappelle quand même, à cause du meurtre d'une jeune femme qui s'appelait Masha Amini, parce qu'elle avait le voile elle avait un voile, mais il n'était pas ajusté, et donc ils l'ont tuée. Voilà. Donc, je pense quand même que... Moi, je ne sais pas comment les féministes peuvent être tranquilles quand il se passe ça dans des pays comme l'Iran. Voilà. Et donc, Rasoulov, dans le film, va rentrer dans une famille où le père Iman vient d'être nommé juge. Alors là, tout le monde, même sa mère, sa femme plutôt, est très contente. Mais, le fait de progresser comme ça dans la vie iranienne, la société iranienne, eh bien, ça va infliger... à la famille, d'être sur ses gardes. On ne peut plus faire comme on a l'intention de faire. D'abord, les voiles, ça, il n'y a pas de doute. Il faut y aller. Toute la vie privée va être transformée complètement. Et la mère est un rôle, très belle comédienne d'ailleurs, qui tient un rôle tout à fait prépondérant parce qu'elle est entre ses filles, qui seraient plutôt du côté des jeunes filles qui sont sur la place à manifester, et son mari où la manifestation est quasiment interdite parce que sinon il va être pénalisé, mais gravement, parce que là-bas on rit pas. Hein, c'est assez. Et là, lui-même comme juge, il a quand même un dilemme parce que on lui demande de procéder à des meurtres, hein, parce qu'il s'agit de ça, sur des innocents. Et donc il a quand même une conscience. C'est compliqué. Et en même temps, s'il dit non, c'est sa famille qui y passe. Donc vous voyez, c'est très compliqué, c'est très lourd, quoi. Et donc on s'aperçoit que dans la première partie du film, le père est extrêmement soumis, il prie Dieu, il accepte de devenir juge, et donc il se pose un dilemme avec cette promotion. C'est la famille qui sera en danger, il le comprend très bien. Et donc il va essayer de... C'est un film politique, ça on peut pas dire le contraire. De toute façon, Rasoulov, c'est ce qu'il essaie de dire, en tout cas de nous faire comprendre. Mais c'est aussi une leçon de cinéma, parce que le réalisateur utilise sa caméra avec beaucoup d'intelligence, et il sait montrer ces images avec le brio que l'on avait déjà vu dans Le Diable n'existe pas. Je reparle du Diable n'existe pas, parce que si vous l'avez pas vu de Rasoulov, je me demande même s'il faut pas commencer par Le Diable n'existe pas. Donc suspense, mort, vie, fuite, poursuite, tout ça en huis clos, fenêtre fermée, miroir qui dénonce la dualité des personnages, et à un moment, vous avez un revolver. Alors là, si vous voulez, un peu dans l'écriture du scénario, il y a un plot point, ça passe à l'acte 2 avec un revolver. Le juge a droit à un revolver parce qu'il va être menacé. À partir du moment où il va faire exécuter des gens innocents, par ordre, sur ordre, il va y avoir des représailles. Donc il a un revolver. Et le grand problème, c'est que le revolver disparaît. Donc là, on est dans un plot point vraiment capital. Et la caméra va s'enrouler autour des acteurs en plan rapproché, en gros plan, et ça rend un peu l'environnement flou, c'est-à-dire on est comme dans un huis clos, on a du mal à respirer, et peut-être un des rares plans stables, c'est peut-être la scène du repas, où les dialogues sont percutants, et qui marque le hiatus entre son père et ses deux filles, qu'il adore, mais on sent bien que, problème de génération, elles sont plutôt tournées vers leurs copines qui se font massacrer sur la place. Et donc, avec ce revolver, acte 2, avec la perte de cette arme, qui est une catastrophe pour le père, parce qu'il va être considéré, évidemment, la condamnation est annoncée, et en plus de ça, il y a la rébellion des filles. Donc, si vous voulez, vous voyez comment l'histoire commence à bouillonner, d'une certaine façon. Et puis, il y a Alors, ce qui est très intéressant et très bien filmé par Rasoulov, c'est qu'il y a le discours officiel, mais les filles, elles ont leur téléphone portable. Et donc là, ça marche, mais à fond la caisse. Alors, le réalisateur a fait en sorte que les images d'archives qui sont sur le téléphone, toutes ces images-là sont à la verticale. C'est-à-dire qu'on voit bien, on voit bien que quand c'est filmé et quand il y a des images qui passent à la télévision, donc les images clandestines sont toujours à la verticale. Donc ce sont des images réelles, mais pas pour longtemps. Alors c'est ça qui est dramatique aussi quand on y pense. On nous parle beaucoup de l'intelligence artificielle, mais est-ce que ces images qui sont prises comme ça avec ces portables, qui sont en principe des images réelles, aujourd'hui, elles le seront de moins en moins. Donc je veux dire, qui croire? Voilà, je trouve que c'est formidable l'intelligence artificielle, parce que ça va certainement empêcher des couillons de faire n'importe quoi, mais peut-être qu'aussi ça va empêcher la créativité, la morale.
L'IA, il en a rien à foutre, l'intelligence artificielle en a rien à foutre de la morale. Je pense qu'il n'y a pas que l'intelligence artificielle qui se fout complètement de la morale, mais c'est un autre sujet. Et donc, à ce stade-là, comme les filles sont vraiment en permanence avec leurs images de leurs copines qui se font massacrer, la mère commence à comprendre ses filles. Donc on voit un changement. Et là encore, dans l'écriture du scénario, il y a un autre point fort. C'est parce que, tout d'un coup, une des amies des deux filles a été, parce que là-bas, ça rit pas, hein, c'est pas uniquement du lacrymogène hein, qu'on envoie, c'est carrément des billes de plomb. Et donc, elle a reçu dans le visage toute une rafale de plomb, et elle va lui enlever, bille par bille, les plombs qui sont venus mâcher sa joue, et elle va perdre un œil. Et en même temps, perdre un œil, c'est parce qu'on est quand même dans le cinéma. Donc c'est intéressant, c'est le regard. Alors si évidemment, on touche les yeux, on n'y verra plus. On n'y verra plus. Ah oui. Alors qu'est-ce qui se restera? C'est-à-dire la vue reste capitale pour dénoncer, constater. Voilà. Rassoulov donne à voir ce qu'il a entendu en prison et montre des images archivées. Voilà, tout ça est intéressant. Si tout d'un coup on n'a plus la vue, le son peut-être permettra de faire des images comme je le disais tout à l'heure, mais c'est compliqué. Et donc le film, dans sa troisième partie, va se terminer en fuite ou en poursuite, comme on l'avait vu dans Le Diable n'existe pas, et ils sont tous en danger. Et tout est danger potentiel. Et l'arme de Iman reste encore la clé de tout, parce qu'elle est la perte de l'autorité, de sa masculinité. Là aussi, c'est quand même un symbole phallique, hein, voilà. C'est-à-dire, vis-à-vis de ses filles, il perd toute crédibilité. Et dans son boulot, on le traite d'incapable. Et donc, il faut absolument retrouver cette arme, parce que c'est une façon de retrouver sa dignité. Voilà. Et donc, enfin, la quatrième partie, qui serait presque un court-métrage à lui tout seul, c'est encore un huis clos, dans un décor ruiniforme. Et alors là, je trouve ça magnifique parce qu'on peut se demander, c'est presque une fuite c'est presque la même séquence que on va dire le troisième acte, mais ça paraît être fantasmé. Alors moi, je vous laisse faire parce que justement, c'est l'intérêt du film, c'est que tout le monde a le droit de penser que c'est réel ou ça ne l'est pas, mais c'est dans un chaos ruiniforme. Vous avez des pierres, des fenêtres aveugles. C'est comme un labyrinthe cinématographique, et en même temps, c'est un western parce qu'on se flingue. C'est peut-être un peu long, mais en même temps, c'est intéressant parce que on est dans une autre dimension. C'est pour ça que je pense que autant les trois premières séquences, les trois premiers chapitres sont des faits réels. Là, celui-là, c'est peut-être, on est dans l'imaginaire le plus total, mais qui dit tout sur la réalité. Et Iman va être poursuivi. Et alors, évidemment, si vous n'avez pas vu le film, je peux pas vous raconter quand même la fin du film, mais sachez que ça se termine par une image d'une beauté exceptionnelle et où tout d'un coup on est dans la terre. Allez, je ne vous en dis pas plus parce que j'ai très envie de vous dire la fin, mais non, je ne veux pas. Donc tout est vaincu, tout est peut-être rêverie cauchemardesque sur la fin. Et comme le film commençait au début par une allusion aux racines de l'arbre sacré, de l'arbre mystérieux, on peut penser ici, pour la dernière image, de la terre maternelle. C'est-à-dire, on est dans une cavité. Voilà. Donc, je vous laisse évidemment réfléchir à la dernière image, mais évidemment, vous l'avez compris, je vous recommande, mais très, très vivement de voir ce film. C'est du cinéma intelligent, c'est du cinéma qui est à la fois politique, il n'y a pas de prêchi-prêcha, mais vous en apprenez beaucoup sur la société iranienne. Et c'est assez dramatique, il faut bien le dire. Donc sur ce, nous écoutons la bande-annonce et à lundi prochain. تو این 20 سالی که من با باباتون هستم همیشه آرزو داشتی همچین روزی برسه. خب الانم که قاضی تحقیقات شده این خطرها هست دیگه. آفرین بابا جون. بدشانسی این شلوغی ها همزمان شده با شروع کار من تو میشه. تو هم شعار دادی؟ شعار دادم و سریعم در آوردم. اینو بهم دادن من حفاظت شخصی. چی؟ حفاظت از خودم. جلوی چشام دوستامو کتک زدن گرفتنشون. خودم میدونم چی بگم چی نگم. دیگه برای من تعیین تکلیف نکنی ها. به خدا میذارم از این خونه میرم.
از یه سری اوباشی که تمام مسئلهش این لخ شدن تو خیابونه حمایت میکنی؟ اصلا به عنوان پدر نه، به عنوان کارشناس که اندازه سن تو این سیستم بوده بهتر از تو نمیدونم چه خبره؟ نه، چون توشی. تو یعنی با خودت آوردش خونه؟ نگرانی خانوادت بفهمن چی کاره ای؟ میدونستی بابا تو قاتله؟